Bienvenue sur Prélude, le podcast qui raconte les histoires de nouveaux parents pour faire découvrir la réalité des joies et des difficultés des premiers mois qui suivent la naissance. Je m'appelle Clémence et j'aurais adoré entendre plus parler de ce qui se passe après l'accouchement, mieux comprendre le quotidien des premiers mois et apprendre des tips de personnes en train de le vivre. La naissance d'un enfant est un tremblement de terre, m'avait dit une amie. Ce mot m'avait marqué. Mais la grossesse et la perspective d'un premier accouchement étaient déjà tellement mystérieuses que je ne me suis pas renseignée sur ce qu'il se passe une fois que l'on revient chez soi, avec ce petit être en plus dans la famille. Je vous propose ici de rencontrer des personnes inspirantes qui vont nous raconter de manière authentique leurs premiers pas de parents, leurs surprises, leurs erreurs, leurs fous rires et tous leurs conseils. N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Je vous remercie beaucoup de prendre le temps de le faire. Dans ce deuxième épisode, nous allons entendre Jérémy nous parler des 2 premiers mois de vie avec sa fille, née en décembre 2020. C'est difficile de se rendre compte qu'il y a un être qui va apparaître du jour au lendemain, qui pousse dans le ventre et qui d'un coup sera avec nous. Pour une anecdote sur le congé paternité, au départ, y a plein de mes collègues qui m'avaient dit non, mais le prends pas en entier. Des gens qui n'avaient pas d'enfants. Des gens qui n'avaient pas d'enfants, ne le prends pas en entier, on doit opérer, on doit rattraper les chiffres du Covid, nanana. Bah ça c'est au-dessus de tout quoi. C'est vraiment, il faut surtout pas sacrifier ces moments-là qui sont hyper importants. Là, on voit qu'elle est très curieuse, quoi. Elle regarde dans tous les sens, elle tourne la tête, elle regarde les arbres, elle regarde ce qui se passe autour. S'il y a des gens qui se penchent sur le berceau, elle les voit, elle tourne la tête vers eux. Donc ça y est, la curiosité est lancée et ça, je trouve que c'est magnifique. Jérémy et sa femme sont tous les 2 médecins. Ils nous racontent comment il a vécu l'arrivée de sa fille en tant que père, comment leurs nombreuses gardes en internat les aident à tenir le rythme des réveils la nuit, et comment il vit aujourd'hui le retour au travail alors que sa femme est en congé maternité. Bonjour Jérémy. Bonjour Clémence. Merci beaucoup de participer à ce podcast. Je t'en prie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je suis Jérémy, j'ai 31 ans, je suis jeune papa depuis 2 mois hier. Je suis médecin ophtalmologue, donc moitié chirurgien, moitié médecin, et je travaille à l'hôpital. D'accord. Ta petite fille s'appelle comment ? Ma fille s'appelle Pénélope. Super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la grossesse de ta femme et de ton ressenti pendant cette grossesse ? La grossesse, du coup, pour les hommes, c'est toujours un peu compliqué. C'est difficile de se rendre compte qu'il y a un être qui va apparaître du jour au lendemain, qui pousse dans le ventre et qui d'un coup sera avec nous. La grossesse, c'est un peu stressant aussi. Alors, le côté médecin ajoute parfois un peu de stress et parfois permet de comprendre un peu mieux ce qui se passe. La grossesse pendant la Covid, c'est un peu moins de tentation pour la maman et pour le papa parce que y a pas toutes les soirées avec les copains, avec un peu d'alcool et tout ça. Donc, la grossesse pendant la Covid, finalement, c'est assez sympa. On se retrouve à 2 et on partage. La grossesse, c'est long pour le papa comme pour la maman, mais on en vient à bout finalement et on est content quand c'est fini, surtout la maman. Est-ce qu'il y a des moments où tu commençais à réaliser quand le bébé bougeait ou à d'autres rendez-vous médicaux ? Les mouvements du bébé, donc les premiers mouvements, c'est vraiment la première fois où on réalise un peu en tant que papa, enfin pour moi en tout cas. Et ensuite, c'est les échographies qui rendent la chose un peu plus concrète. Premier écho, même avec un œil de médecin, ça reste très abstrait. Mais les échos suivantes, notamment avec la 3D, on l'avait pas forcément demandé, mais elle l'avait sur son échographe. Donc avec la 3D, c'est vrai que ça change tout. On a l'impression de voir le bébé au sein du ventre. Et là, pour le papa, c'est important parce qu'on peut enfin se rendre compte de ce qui se passe, même si jusqu'à l'accouchement, c'est difficile de réaliser. Et comment s'est passé l'accouchement ? Alors l'accouchement, on a eu de la chance parce que j'ai pu assister, ce qui n'était pas le cas, je crois, pendant toute la période Covid. Donc l'accouchement s'est bien passé. On était à l'hôpital Port-Royal et c'était une super équipe. On a vraiment passé un
un bon moment, si je puis dire. Ça n'a pas été mal vécu. Sophie, mon épouse, a été déclenchée pour un problème médical, mais sans gravité. Du coup, on n'a pas eu ce stress d'aller à la maternité au dernier moment. On était déjà sur place. On a eu un peu le stress quand même du déclenchement parce que c'est un peu moins naturel. Mais ça s'est très bien passé. Elle n'a pas eu beaucoup de douleur. La péridurale est arrivée assez vite et l'accouchement s'est déroulé sans problème assez rapidement également pour un premier. Comme je disais, avec un regard de médecin, on arrive à se protéger des émotions pendant assez longtemps, mais il y a un moment où quand même c'est difficile de se protéger et où ça monte. Parce que tu avais étudié cette partie-là en médecine, tu savais un peu comment ça devait se passer? Ouais, on passe tous par des stages plus ou moins concrètement en gynécologie et en obstétrique, et donc on a au moins des souvenirs de bouquins, si ce n'est des souvenirs réels de patientes. En l'occurrence, moi j'étais passé en gynéco et en obstétrique, donc j'avais vu ça, et c'est vrai que quand ça nous arrive à nous, c'est quand même un peu différent. J'étais bloqué sur le scope et sur l'électrocardiogramme du bébé pour éviter d'avoir les émotions qui montaient, mais c'est quand même un moment incroyable dont on essaye toujours de se protéger de ces émotions, mais ça, c'est magnifique. Et est-ce que les digues de l'émotion ont lâché à un moment? Les digues de l'émotion ont lâché avant, pas sur le moment même de l'accouchement, elles ont lâché au moment du passage en salle de naissance, mais ensuite j'ai réussi à me reconcentrer sur le technique. Mais c'est sûr que quand l'enfant arrive, une émotion forte, c'est quand j'ai vu la sage-femme tendre le bébé à Sophie, qui vraiment était, elle, dans un état d'émotion extrême entre la poussée, la fatigue, le déclenchement et la rencontre avec le bébé. C'était incroyable. Pour moi, au départ, c'était un peu comme un étranger, jusqu'à ce que je le tienne dans mes bras et où finalement le lien se crée. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on a un contact direct avec l'enfant en tant que papa. Et ensuite, vous avez pu remonter tous en chambre ou Sophie elle est seule? Non, on est remontés tous en chambre, donc avec une seule contrainte, c'était qu'effectivement je pouvais pas passer la nuit sur place. Donc la première nuit, je suis resté jusqu'à 6h du matin et on m'a viré gentiment avant que la prochaine équipe n'arrive. Donc je passais la journée et je m'en allais le soir pour revenir le lendemain matin vers 10h. Et comment ça se passe concrètement les premiers jours avec un petit être comme ça qu'on connaît peut-être médicalement mais qu'on découvre? C'est tout nouveau, ça remplit complètement la pensée, les actions, on pense qu'à ça, on ne fait que ça. Tout est à découvrir, tout est nouveau, certaines choses sont stressantes. Heureusement à la maternité, on est bien entouré, les sages-femmes, les infirmières, les puéricultrices. Donc on nous apprend bien, enfin moi j'ai trouvé en tout cas dans mon expérience qu'elles étaient très à l'écoute. Je dis elles parce qu'il y a quand même très peu d'hommes dans ce milieu et c'est vrai que quand on arrive à la maternité on a un peu l'impression d'être au gynécée. Il y a quand même, à part les papas qui déambulent l'air un peu hagard dans les couloirs, sinon il y a quand même que des femmes en soignantes et elles sont très très disponibles, très à l'écoute, ont vu toutes les situations et donc ça rassure énormément au départ. J'ai trouvé du moins. Tous les gestes sont nouveaux, sont à apprendre, comment le tenir, comment lui faire prendre le bain, comment le nourrir. Donc Sophie donnait le biberon dès le début. Donc on a pu se partager les tâches dès les premiers jours. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui est important pour le couple et pour le rapport à l'enfant. L'allaitement, et on l'apprend bien en médecine, c'est quand même le mieux. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir partager ces moments-là avec l'enfant dès le début, c'est bien pour le papa, j'ai trouvé. Est-ce que concrètement tu as des conseils pour la maternité, des objets ou des décisions de couple qui vous ont aidé? Oui, alors pour la maternité, je pense que c'est la Covid qui a aidé, mais il y a quelque chose qui a été très plaisant, c'est de ne pas avoir de visite dans les premiers jours, parce qu'en fait, ne sachant pas et ne connaissant pas, nous récemment, on est allé visiter la belle-sœur de Sophie qui avait accouché très tôt. On y est allé le 2e jour après la naissance et on se rend pas compte en fait l'état d'excitation, mais en même temps de fatigue dans lequel est la maman et tout ce qu'elle a à réfléchir, à penser, à se reposer. Et donc en fait c'est vrai que là les visites étaient interdites pendant la période Covid et ça nous a beaucoup aidé. On était finalement très contents qu'il n'y ait pas de visite à l'hôpital pour pouvoir se retrouver tous les deux avec ce qui allait chambouler notre vie pour le restant de nos jours. Non, c'est un moment privilégié. Je pense que c'est bien de le garder en couple, enfin à 3 du moins en l'occurrence. Est-ce que Sophie pouvait se reposer après son accouchement
fatigant? Ouais, alors le repos, je crois que c'est toujours un bien grand mot pour les mamans après, parce qu'il y a la montée, il y a toujours les hormones, et donc c'est difficile de dormir. Donc oui, le repos parce que peu de visites, mais je pense que c'est toujours un repos un peu superficiel dans les premiers jours en tout cas. Puis on est tellement excité par l'arrivée de l'enfant aussi que c'est difficile de se reposer. Pour essayer de te replonger dedans, alors ça fait que 2 mois, donc tu es quand même assez proche. Je t'ai demandé de trouver un moment par semaine dans ce premier mois. Est-ce que tu as un moment particulier qui ressort pour cette première semaine avec Pénélope? Donc la première semaine avec Pénélope, je vais être très égoïste et je vais parler des 2 premières soirées où je n'avais pas le droit d'être à la maternité et où j'ai retrouvé mes 2 meilleurs groupes d'amis qui faisaient des fêtes du coup clandestines à l'époque, il me semble. Mais du coup, voilà, j'ai profité de mes amis, je leur ai transmis ma joie les 2 premiers soirs. Alors c'est sûr que ça m'a pas aidé à me reposer, mais c'était bien de pouvoir en parler avec quelqu'un d'autre quand même et pouvoir montrer ma joie, raconter. Et sortir aussi de la maternité qui est quand même un endroit, alors certes très reposant et amical, mais avec une odeur très particulière. Enfin, je trouvais ça bien de pouvoir sortir et voir autre chose que des sages-femmes, des puéricultrices, l'odeur de lait toute la journée. Ensuite, vous êtes rentré chez vous au bout de combien de temps? On est rentré au bout de 4 jours parce qu'il y avait du coup eu ce déclenchement avec donc c'était un problème lié à la tension artérielle et donc il fallait bien la surveiller. Donc on est rentré au bout de 4 jours à la maison. On a quand même eu le temps de visiter la maternité. Et comment s'est passé le retour? Et donc le retour, c'est le grand saut dans le vide, l'arrivée dans un endroit qu'on connaît bien à 2 et qu'on va devoir redécouvrir à 3, que tout est nouveau, il faut tout adapter, enfin pas tout, mais adapter quand même l'appartement parfois de taille moyenne à Paris à l'arrivée d'un enfant. Les premières nuits, surtout, ce qui m'a marqué, c'est que on découvre tout et qu'il y a plus l'aide qu'il y avait à la maternité. Et notamment la première nuit, je me lève pour faire le biberon, mais je me rends compte que on est complètement dans le noir, dans la chambre comme dans la salle de bain. Et donc, si j'allume la lumière, je réveille tout le monde. Si j'allume la lumière de la salle de bain, en fait, ça se répercute dans la chambre, donc je réveille tout le monde aussi. Donc, je prends mon portable, mais j'ai qu'une main, c'est pas pratique, voilà. Donc, c'est là que j'ai découvert, dès le lendemain, on a pu s'équiper de veilleuses. Ah oui. Donc, ça, c'était une des premières choses pour le retour à la maison où on découvre en fait l'utilité de certains objets. Et qu'est-ce que vous utilisiez comme lit? Pénélope était dans votre chambre ou ailleurs? Alors Pénélope était dans notre chambre en lit en cododo, oui. Dont je n'ai pas la référence, mais on avait pris un lit en bois avec de bons commentaires, donc qui s'ouvre sur le côté pour laisser une entrée sur le lit parental. Mais du coup elle est dans son lit, sur son matelas. C'est juste j'ai trouvé assez pratique le côté pour pouvoir la bercer facilement, lui remettre sa tétine, lui donner le biberon, pouvoir la prendre facilement dans notre lit pour lui donner le biberon. Assez pratique d'avoir une ouverture sur son lit. Donc ça vraiment j'ai trouvé très bien. Juste attention à la manière dont on prend le bébé quand on est dans son lit. Il faut pas rester dans la même position. J'ai eu des petits problèmes de dos dans les 3 semaines qui ont suivi, à force de me tordre dans tous les sens pour la porter. Puis elle devient quand même un peu plus lourde au fur et à mesure. Donc voilà, mais je trouvais la solution pas mal. Et on parle des biberons la nuit. Comment se passait son sommeil? Le sommeil, pour l'instant, Pénélope est très sage. Quelle chance. Quelle chance, exactement. Très sage. Alors, bien sûr, ça reste des biberons toutes les 3 heures au départ. Donc, il faut savoir se réveiller assez facilement. C'est vrai que le côté garde de nuit à l'hôpital nous a aidés tous les 2. Parce que on a fait beaucoup de gardes pendant notre internat et c'est vrai qu'on a appris à se réveiller rapidement, être focus rapidement et pouvoir se rendormir assez efficacement une fois le job fait. Est-ce que tu as des conseils là-dessus pour les parents qui n'ont jamais eu ce type d'expérience, qui n'ont jamais fait de garde? Alors oui, pour le réveil, de toute façon, quand le bébé pleure, c'est relativement inné. Et ensuite, ce qu'il faut, selon moi, et ce qu'on faisait nous en garde, c'est essayer d'oublier tout de suite ce qu'on vient de faire. Donc c'est facile à dire d'oublier qu'on vient de voir son enfant pendant la nuit, même si pendant les 2 premiers mois, c'est toujours une expérience incroyable de voir ses grands yeux ouverts pendant la nuit. Mais c'est bien d'oublier rapidement et de penser à rien pour se rendormir efficacement, parce que sinon on tourne dans tous les sens et on se rendort pas et on arrive à l'heure du 2e biberon et on n'a pas dormi. Et un conseil qu'on m'avait donné, un de mes collègues justement à l'hôpital m'avait donné dès le début, ne te crois pas plus fort que les autres et dors dès que l'enfant dort.
en gros. Parce que oui, ce que j'ai pas dit, c'est qui était très simple aussi pour nous, c'était le congé paternité. Donc j'ai eu la chance d'avoir un congé paternité dans les 15 jours qui ont suivi la naissance. Et c'est vrai que pour partager ne serait-ce que les nuits, les biberons, tout le poids de cette nouveauté, ça m'a paru indispensable d'être deux. Et donc c'est vraiment un intérêt très important du congé paternité. Donc là, on arrive à la 2e semaine. Est-ce que tu as vu des changements chez Pénélope, des apprentissages, des nouvelles choses? Oui, deuxième semaine, on a eu plus de facilité à prendre le bain parce que au départ, ça nous faisait un peu peur et puis les premiers bains, elle a pas du tout aimé, alors que tout le monde nous avait dit que c'était le moment privilégié où elle allait être tranquille. Et donc la première semaine, c'était pas du tout l'ambiance et en fait, deuxième semaine, elle a eu un déclic en lui mettant les oreilles dans l'eau. Elle a commencé à arrêter de pleurer parce qu'elle pleurait beaucoup pour le bain et à se détendre, à bouger un peu ses membres dans l'eau et en fait on a trouvé que c'était un moment vachement sympa, le bain avec le bébé, même si on nous l'avait dit, on le redécouvre parce que tout ce qu'on nous dit tant qu'on n'a pas d'enfant, franchement on l'oublie un peu, mais quand on en a un, on comprend mieux le monde des parents et les joies qui font le quotidien, le contraste en fait des joies et des difficultés du quotidien. Donc il y avait le bain. Ouais. Tu me disais qu'elle pleurait peu. Ouais, elle pleure peu, mais comme beaucoup d'enfants, il me semble, on a eu pendant les 3 premières semaines un moment de décharge vers 18-19 heures. A priori, c'est une décharge d'angoisse de l'enfant où c'est vrai qu'il est difficile de la calmer. Donc des pleurs souvent assez impressionnants et sans que ce soit à distance ou pas du biberon, sans qu'il y ait eu d'éléments déclenchants particuliers. Donc ça, on nous avait prévenu heureusement et c'est vrai que c'était le moment un peu difficile. Comment faire pour ces pleurs, comment la bercer, comment la rassurer. Difficile de rassurer un bébé de 3 semaines. Ouais, elle pleure peu, sauf ces moments-là. Mais on a été très chanceux jusque-là. Alors qu'est-ce que vous faisiez? Vous la berciez? Vous essayez juste de la rassurer? Ouais, on essayait de la rassurer, de la bercer avec le ballon qu'on avait pour la grossesse, le ballon que Sophie avait pour la grossesse pour préparer son bassin a été très très utile pour ces passages-là en fait. On berçait bébé tout en étant sur le ballon, en rebondissant sur le ballon. Et donc ça faisait probablement un rebond assez naturel qui lui plaisait. Et on a réussi pas mal de fois à l'endormir quand même sur ces périodes-là grâce à ça. Quelque chose qu'on utilise d'ailleurs encore aujourd'hui. Pour la 2e semaine, est-ce qu'il y a un moment particulier qui te revient en tête? 2e semaine, on commence en fait vraiment à mieux comprendre le bébé. On a l'impression d'être un peu plus à l'aise dans tout ce qui est biberon, nuit, préparation, bercer, discuter, grand mot, mais en tout cas avoir une connexion avec le bébé. Donc c'est déjà énorme. Après la 2e semaine, elle dormait quand même beaucoup de temps pour l'observer. Et comment vous partagez les tâches? La maison pour vous, de Pénélope? Alors les tâches de la maison, c'était comme pour les tâches de Pénélope, on a tout partagé. C'était l'intérêt du congé paternité. Sophie était bien sûr aussi en congé maternité pendant assez longtemps prévu, donc pas de problème de ce côté-là. On était tous les deux l'esprit totalement focus sur le bébé et on nous avait prévenu effectivement que mieux valait avoir un congélateur bien rempli juste après la naissance pour éviter de tomber à court et de ne pas avoir le temps de faire la cuisine. Mais c'est vrai que le fait d'être à deux simplifie énormément parce que on a pu, quand l'un était avec elle, l'autre pouvait aller faire des courses. On n'a pas eu vraiment de soucis particuliers dans les premières semaines pour se répartir. C'était assez naturel et on n'avait que ça à penser, peu de visites, étant donné le contexte sanitaire. Donc vraiment, on était totalement dévoués à la cause. Donc si je retiens pour les 2 premières semaines, tes conseils, c'est à la maternité, pas de visite pour avoir le temps de se reposer. Le fait d'avoir autant de personnel soignant autour qui accompagne bien. Au retour à la maison, c'est d'avoir un congélateur plein, le conseil qu'on t'avait donné. Exactement. De bien dormir quand le bébé dort, conseil aussi qu'on t'avait donné. D'essayer de vider sa tête pour s'endormir pendant la nuit quand on vient de donner le biberon. Et un dernier conseil. Être deux. Et être deux. Ouais. C'est peut-être le plus important, je pense. Être deux, on a trop entendu effectivement que ces premières semaines étaient difficiles et j'ai des cas des collègues qui n'ont pas eu la chance d'avoir le congé paternité ou qui n'ont pas voulu le prendre pour raisons financières. Et c'est vrai que en fait on peut pas
c'est pas possible de sacrifier quoi que ce soit pour ces moments-là. Comment ça se passe pour les médecins pour le congé paternité ? On est fonctionnaire, enfin moi en l'occurrence, puisque je suis encore à l'hôpital. Donc c'est un congé de 14 jours ouvrés, il me semble, ou 13. Il suffit juste en fait de le poser et de prévenir à peu près du terme de la naissance, mais c'est modulable en fonction de l'arrivée du bébé, bien sûr. Ce qui est difficile, c'est qu'on est quand même dans un rythme toujours un peu particulier. On fait de la chirurgie, donc on a des blocs prévus. Et moi, en l'occurrence, Sophie a été déclenchée, mais la date du terme était un petit peu plus tard et j'avais prévu d'opérer encore jusqu'au vendredi et elle a accouché le vendredi, donc j'ai dû me rendre disponible. Donc mes collègues ont été super à ce moment-là et ils ont pu opérer mes patients, enfin ceux que j'avais prévenus et qui avaient accepté, ont pu être opérés par mes collègues parce qu'il y avait une grande solidarité dans le service. Donc tu as quand même dû t'arranger au dernier moment. Pour le dernier jour, oui. Donc on passe à la 3e semaine. Est-ce que tu as un moment particulier qui symbolise cette 3e semaine ? Oui, la 3e semaine, c'est l'arrivée du sourire. Ah oui. Et alors, la 3e semaine, c'est l'arrivée du sourire. Alors, il me semble que c'est entre 3 semaines et 1 mois et demi. Ne pas s'inquiéter si le bébé ne sourit pas tout de suite. Mais on a eu le premier sourire adressé la 3e semaine. Donc ça, c'était incroyable. Je me rappelle, c'était dans le train parce que donc il y avait 15 jours de congé paternité pour moi et ensuite j'avais pris une semaine pour les vacances de Noël puisque c'était les vacances de Noël. Et c'était la semaine de Noël et dans le train pour donc son premier voyage également. Dans le train pour aller dans notre famille, elle nous a fait le premier sourire adressé au décours d'un biberon en regardant sa maman. C'est un moment assez magique. Et d'ailleurs, on n'en revenait pas trop et les gens autour de nous dans le train comprenaient pas ce qui nous arrivait. Voilà, c'était vraiment magnifique. Et comment se passe un voyage avec un petit enfant de 3 semaines comme ça ? Ben, en fait, 3 semaines, c'est assez simple parce qu'elle dort quand même entre 2 biberons, elle dort beaucoup. Et donc, en fait, là, c'était 2 heures de train en l'occurrence et elle a dormi tout le long. À part ce sourire juste après le biberon quand on est arrivé dans le train. Ensuite, elle tranquillement endormie jusqu'à l'arrivée. Ah, c'est génial. Ouais, pratique. Et là, vous étiez avec de la famille ou des amis pendant cette 3e semaine ? Et donc cette 3e semaine, oui, on était avec la famille. Principalement la famille, à Bordeaux. Rencontre avec ses grands-parents. Ah oui. Et est-ce que ça vous a aidé de pouvoir peut-être passer un peu la main sur certaines choses ou vous avez tout gardé ? Oui, alors difficile de passer la main, au bout de 3 semaines quand même. On a fait ce cheminement avec le bébé, on a l'impression de le comprendre, même si nos parents sont passés par là avant nous et ont sûrement plus d'expérience. Mais c'est vrai que c'est difficile au début de laisser faire les grands-parents, enfin nos parents, parce que parfois c'est pas la même époque, la même éducation, on n'a pas les mêmes codes, on s'est fait engueuler parce qu'on chauffait pas le biberon, voilà, des choses comme ça. Plein de débats. Voilà, plein de débats. Et vous arriviez à garder votre cap ou vous avez un petit peu adapté ? Non, on a assez d'assises pour pour garder le cap. Donc là, cette 3e semaine, le sourire. Le sourire, la rencontre avec les grands-parents, le voyage. Puis le retour. Et ensuite, tu as dû reprendre le boulot. Voilà, exactement. Donc à l'issue de cette semaine, j'ai repris le travail avec appréhension. Alors plus appréhension de reprendre le travail qu'appréhension de laisser Pénélope parce qu'elle était quand même avec sa maman et que je savais que j'allais la voir le soir. Mais au final, c'est ça qui m'a le plus dérangé parce que le travail, ça s'est bien passé à la reprise. C'est juste que je m'attendais pas à éprouver ce manque aussi rapidement. Les premiers jours, quand on a passé 3 semaines 24/24 avec le bébé, ne plus le voir pendant 3 heures, en fait, c'est déjà beaucoup trop. Il faut s'y faire, hein, mais c'est sûr que j'ai raccourci un petit peu mes journées au départ. Donc, j'ai pas fait de 2 ailes pendant la première semaine de boulot. Et quand tu rentrais le soir, c'était la fête. Ouais. Non, c'était la fête, mais au final, donc à ce stade-là, elle nous reconnaît, mais donc elle voit pas particulièrement. Elle voit des ombres, des formes et quelques couleurs, mais je sentais quand même qu'elle reconnaissait notre voix, donc le fait que j'étais pas là pendant la journée, petit sourire, difficile de savoir si c'était totalement adressé, mais en tout cas moi ça me faisait plaisir de revenir. Ah oui. Et à ce moment-là tu prenais le relais de ta femme alors ? Exactement. Alors sauf pour les jours de bloc opératoires, il faut quand même être très très concentré et donc sur les nuits avant ces blocs-là, je me levais pas. Bon, alors moi j'ai un sommeil assez lourd donc j'ai pas besoin de boule caisse, mais je sais que Sophie lorsque c'est à moi de faire la nuit, elle préfère mettre des boules caisses. Dans les petits conseils dodo. Dans cette semaine-là aussi, on a découvert autre chose de très utile, c'est le compartimenteur. Pour le lait ? Pour le lait. Parce que au fur et à mesure de mettre les 3, 4, 5, puis 5 cuillères dans le lait en pleine nuit, on finit par se mélanger. Et c'est vrai qu'avoir un compartimenteur où il y a 5 cuillères prêtes 4 fois d'affilée, c'est assez pratique.
Donc c'est une petite tour dans laquelle on met les doses de lait en avance pour pouvoir juste verser. Exactement. Pas avoir à compter. Exactement. Est-ce qu'il y a un moment qui symbolise pour toi cette 4e semaine? 4e semaine, c'est un peu la joie du retour à la maison après le travail, quoi. La joie que doivent éprouver beaucoup de papas quand ils rentrent à la maison. C'est vrai que c'est unique en fait de rentrer, de retrouver son épouse, son bébé. Et le concept de foyer prend tout son sens. Et au bout d'un mois, est-ce que tu as vu des changements chez Pénélope, parce qu'un bébé d'1 mois commence à s'ouvrir un peu vers l'extérieur? Elle pas avec les sourires, on avait l'impression qu'elle communiquait quand même beaucoup plus. Après, elle a pris rapidement du poids aussi, donc c'est vrai que ça change la morphologie du bébé. Nous, après, en étant tous les jours avec elle, on s'en rend pas forcément compte, mais quand on regardait des photos de 3 jours de vie versus 1 mois, c'est sûr que la différence est importante. Et en fait, comme on la voit grandir quasiment tous les jours, on s'en rend pas compte. C'est plus les parents qui nous disaient sur les photos qu'est-ce qu'elle a changé, tout ça. Et puis après, c'est surtout l'interaction qui devient plus importante. C'est un peu frustrant au départ, un bébé, parce qu'on a une interaction qui est limitée. Tout ce qu'on ferait avec un être humain normal n'a pas d'écho. Enfin, a priori pas d'écho. En fait, il y en a probablement un, mais en tout cas, elle ne montre pas qu'il l'a reçu. Et donc là, c'est vrai qu'on commence à avoir des sourires retour. On commence à avoir, on a eu un rire. Alors ça, c'était un peu plus tard, mais un vrai rire, ça c'était il y a 10 jours. Donc là, c'est très frais. On est plus à 1 mois et demi, 1 mois et 3 semaines, mais c'est sûr qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a une réaction de plus en plus humaine en fait, puisqu'elle apprend aussi tous les jours. Et donc ça c'est le plus important. Enfin, je trouve ça impressionnant. Et pendant ce 1er mois, vous aviez un pédiatre alors que vous aviez choisi? Oui, alors on a un pédiatre qu'on nous a conseillé, on a recoupé différentes informations, on n'a pas pris un ami exprès pour pas biaiser le jugement. Effectivement, on a pris dans notre quartier avec les avis de gens du quartier. Il y a un groupe dans notre quartier, comme il y a dans beaucoup de quartiers, je pense, qui regroupe les papas et les mamans du quartier et qui donne plein d'infos utiles sur. C'est un groupe Facebook en l'occurrence, sur les bons pédiatres, les bonnes sages-femmes, et puis il y a tout plein d'autres choses quand il y a des restaurants, par exemple, mais c'est plus le cas. En recoupant ces informations avec celles de nos amis et celles de la sage-femme qui est également dans le quartier, on a choisi un pédiatre qui prenait encore des nouveaux patients parce que ça c'est pas toujours le cas. Et vous lui avez dit que vous êtes médecin? On lui a dit qu'on était médecin, oui. C'est mieux c'est bien, on aime bien le dire quand même au départ parce que c'est pas que ça change la prise en charge, mais parfois pour les explications, on peut parler en termes médicaux. Et pour le suivi, justement, il y a quelque chose qu'on a fait quand on est rentré à Noël, c'est que on essaie de pas avoir une vision trop médicalisée de notre enfant. On peut mieux comprendre tout ce qui se passe et en même temps on peut être très stressé de savoir tout ce qui est possible quand on voit toutes les maladies possibles en pédiatrie. En revenant à Noël, dans nos familles, on a récupéré les bouquins qu'on avait pour le concours. Donc heureusement, je n'ai pas encore réouvert, mais c'est vrai que c'est un bouquin de 500 pages qui reprend toutes les pathologies possibles du nourrisson et du nouveau-né et de l'enfant. Et donc voilà, on l'a quand même dans notre étagère au cas où, si jamais on doit gérer un peu tout seul, mais on espère ne pas s'en servir. Et tu dirais que c'est plutôt rassurant ou stressant de savoir tout ça? C'est à double tranchant. En même temps, on a l'impression de maîtriser un peu plus parce qu'on est censé être des sachants. Et en même temps, le fait de savoir, comme je te disais, toutes les pathologies qui peuvent arriver pour des raisons X ou Y, ou parfois pas de raison du tout, c'est aussi stressant. Donc c'est un mélange des deux. Je pense qu'au final, ça revient au même. Vous avez eu des moments de stress ou d'inquiétude? Non, à part c'est cette décharge, parce que les pleurs de décharge du soir, a priori c'est assez connu, donc on était prévenus, mais c'est vrai qu'au départ on se demande si c'est ça, si c'est pas autre chose, si c'est pas une douleur, comment l'enfant va témoigner d'une douleur par exemple, difficile de savoir au départ. Sinon c'était surtout du bonheur, on n'a pas eu trop de stress pour l'instant. Vous venez de terminer le 2e mois, comment est-ce que ça s'est passé? Bien, déjà, franchement bien. Les nuits s'allongent un petit peu. Comme je disais, il faut composer entre le travail, la journée, pour moi en tout cas, essayer de tout oublier, d'arriver frais pour le bébé, pour en profiter au maximum sur la soirée. Mais oui, les nuits se sont un peu allongées il y a 2 semaines, avec des intervalles de 6-7 heures pendant la nuit.
Mais je te rassure, c'est revenu à 3 heures depuis une semaine. Il y a beaucoup de régression, ça c'est un peu frustrant. Tout à fait. Et ça, on n'avait pas trop conscience. On a l'impression que c'était une courbe linéaire de progression du bébé. Et c'est vrai que là, en fait, elle nous a fait une semaine entière quasiment où on s'est réveillé qu'une seule fois dans la nuit. Et là, depuis 10 jours, c'est redevenu comme pendant le premier mois. Et quand elle dormait 6 ou 7 heures d'affilée, c'était quoi les horaires à peu près ? C'était, alors pas toujours parfaitement calé sur nous, mais on a quand même eu droit à des 23h, 5h. Ça, c'est des horaires qui sont quand même plutôt pas mal, puisqu'on se couche et on se réveille une fois. Et alors moi, parfois 5h, 5h30, c'est l'heure à laquelle je dois me réveiller, donc ça tombe bien, parce que je donne le biberon et après je me prépare. Mais du coup, ça permettait d'avoir une vraie nuit, une quasi vraie nuit de 23h à 5h, donc ça c'était vraiment pas mal. Mais c'était pour l'instant une fausse joie puisqu'elle est revenue à des bons 2h30, 3h depuis 10 jours. Mais c'était presque stressant le 6-7 heures de sommeil. On se demandait si tout allait bien. Donc voilà, on est rassurés. Très bien. Et sur la durée, est-ce que vous arrivez bien à tenir tous les deux, surtout toi qui travailles ? Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que Sophie fait quand même pas mal les nuits tant que je suis le seul à travailler. Étant donné qu'elle arrive quand même à bien se rendormir, du coup elle peut souvent faire se rendormir même sur les biberons du matin. Ensuite elles dorment toutes les deux jusqu'à 11h, donc c'est assez pratique. Donc elle fait pas mal les nuits. J'essaie d'en faire. Je fais le week-end la plupart du temps et les jours où j'ai pas de bloc, les veilles de consultation. Pour moi c'est relativement facile. Elle commence un peu à tirer sur la corde. Il faut qu'on rééquilibre un petit peu. Et ensuite, surtout, elle va retravailler d'ici 3 semaines, un mois. Donc, il faut déjà qu'on se prépare à ça. Ça arrive vite. Ouais, ça arrive très très vite. On a l'impression que c'est très très loin. Et en fait, ça arrive très vite. Et vous allez faire garder Pénélope ? Alors, on a une place à la crèche de l'hôpital. D'accord. Donc, c'est très pratique parce que c'est des horaires assez extensibles. Donc, c'est l'hôpital où moi je travaille. Donc, c'est moi qui l'amènerai le matin et le soir, même s'il y a des jours où on pourra faire l'un l'autre. Mais effectivement, c'est une crèche avec des anciennes infirmières et des anciennes aides-soignantes, donc c'est plutôt sympa. Et les horaires, c'est 6h30, 20h30. Heureusement, on la laissera pas tout ce temps-là, mais oui. Mais en tout cas, il y a un panel assez large pour en cas de souci. Comment tu vas faire pour l'emmener, parce que l'hôpital est pas juste à côté de chez vous ? Très bonne question. Très bonne question. C'est le débat du moment. C'est le débat du moment parce que moi, je me déplace qu'à vélo et le vélo, c'est trop tôt. Ah oui. Ouais, c'est trop tôt. Je me suis renseigné, mais bon, c'est 8-9 mois. Il faut qu'elle tienne bien sa tête. Donc, ça va être métro, a priori, puisque voiture, c'est hors de question. Et il y a pas trop à pied, c'est trop long. À pied, il me faudrait une petite heure, je pense. Donc, c'est trop long. Donc, ce sera métro au départ. Et puis, dès qu'elle pourra tenir sa tête et qu'on sera pas trop stressé, ce sera vélo. Et vous arrivez à bien sortir avec elle? Parce qu'il y a eu de la neige ces dernières semaines. Donc, déjà, elle a vu sa première neige. Ah oui. Alors là, la pluie, c'est un peu plus dur, mais oui, sinon, on arrive à sortir. Alors parfois, il se passe 3 jours sans que ni maman ni bébé ne sortent, et ça, elles s'en rendent pas forcément compte. C'est moi qui reviens et qui dit mais vous n'êtes encore pas sorti? Non. Donc bon voilà, ça arrive. Parfois le cocon est plus fort que tout. Mais non, sinon le week-end on fait pas mal de sorties. Au départ, elle adorait le porte-bébé. Et nous aussi d'ailleurs, on trouvait ça super pratique parce qu'on a les mains libres et que c'est assez physiologique. Elle s'endort contre notre poitrine. Donc on a beaucoup aimé cette période de porte-bébé, mais là elle devient trop lourde pour être portée par Sophie. Moi je peux encore, mais elle aime moins en fait. D'accord. Elle aime moins le porte-bébé et au départ elle aimait pas du tout la poussette et maintenant elle aime bien la poussette et elle s'endort directement en poussette. Donc on a commencé à un peu changer de mode de transport pour l'extérieur, même si la poussette c'est pas très pratique puisqu'on est au 5e étage sans ascenseur, qu'on n'a pas le droit de la laisser en bas et que on ne peut la mettre qu'à la cave. Donc c'est voilà. Ah oui, ça c'est reste des des contraintes parisiennes assez classiques je pense pour les parents. Donc le porte-bébé reste quand même pratique quand on peut. Très bien. Dans tous les objets, les cadeaux que vous avez reçus, est-ce qu'il y a des éléments qui étaient plus utiles que d'autres que vous conseillez? Alors il y a des éléments qu'on s'est nous-mêmes achetés, ouais. Comme je t'avais dit, les veilleuses et les compartimenteurs. Donc ça c'est ce qui change quand même la vie du quotidien, c'est vachement plus pratique. Et sinon dans les cadeaux moins utiles, au départ je comprenais pas pourquoi on mettait un pyjama et un body. Donc je comprenais pas pourquoi on mettait deux fois un habit. En fait j'ai compris après que le body c'était les sous-vêtements. Donc on a eu énormément, donc au début je trouvais ça inutile d'en avoir 50 et puis j'ai compris.
Donc c'est une fausse inutilité. Il faut avoir des bodys, il faut avoir des pyjamas. On a eu beaucoup de bodys, beaucoup de pyjamas. Et dans les cadeaux, un peu moins utiles, mais qui sont toujours trop mignons. Donc c'est quand même super. C'est les peluches. C'est vrai qu'on en a eu beaucoup. Et dans un appart de 45 mètres carrés, on peut pas forcément toujours de la place de mettre toutes les peluches. Surtout que bon, c'est pas pour tout de suite, puisqu'elle, pour l'instant, elle reconnaît pas trop les peluches. Elle a juste le toucher, mais ça l'intéresse pas énormément. Elle arrive à saisir ? Elle arrive à saisir, oui. Elle arrive à saisir quelques peluches qui sont un peu rigides. Dès que c'est trop mou, elle laisse tomber. Mais c'est drôle, je parle un peu de ma fille en une parenthèse, mais notre fille a choisi comme doudou la peluche qu'on avait mis dans son berceau depuis toute petite, et on était persuadés qu'elle la voyait à peine, elle la touchait pas, et maintenant elle est très très attachée. Donc je pense quand même qu'il y a une reconnaissance, peut-être même à 2 mois, de ce qu'il y a autour le plus souvent, et peut-être qu'elle est en train de développer un attachement à certaines peluches. Oui, que vous auriez pas vu initialement. Non, pas du tout. Bon, je vais lui mettre toutes ses peluches dans son lit, on verra laquelle elle choisit. Je crois que c'est pas très recommandé en plus, mais... Il me semble pas. Et pour ce 2e mois, est-ce qu'il y a un moment que tu as en tête particulièrement ? Tu parlais justement des sorties, et c'est vrai qu'on la voit pendant les sorties, elle commence vraiment à voir. Donc là, pour le coup, elle a un champ visuel qui s'est un peu élargi, elle voit les couleurs, et je pense qu'elle peut commencer à avoir 1 à 2 mètres de distance. Là, on voit qu'elle est très curieuse, quoi. Elle regarde dans tous les sens, elle tourne la tête, elle regarde les arbres, elle regarde ce qui se passe autour. S'il y a des gens qui se penchent sur le berceau, elle les voit, elle tourne la tête vers eux. Donc ça y est, la curiosité est lancée, et ça, je trouve que c'est magnifique, parce que ça veut dire curiosité veut dire interaction, et du coup là, on va rentrer dans une phase où on pourra interagir en aller-retour avec elle, et ça, c'est assez excitant. Ouais, c'est top. Globalement, qu'est-ce que tu dirais sur ces 2 premiers mois ? Qu'est-ce qui était le plus beau et qu'est-ce qui était le plus dur ? Globalement, ce qui est difficile, c'est le changement de rythme, je pense. La grossesse, mine de rien, on peut à peu près continuer à vivre normalement. Mais une fois qu'on a, comme tu dis, ce tremblement de terre qui arrive dans nos vies, c'est sûr que ça chamboule absolument tout. Par exemple, juste pour une anecdote sur le congé paternité, au départ, il y a plein de mes collègues qui m'avaient dit non, mais le prends pas en entier. Des gens qui n'avaient pas d'enfants. Des gens qui n'avaient pas d'enfants, ne le prend pas en entier, on doit opérer, on doit rattraper les chiffres du Covid, nanana. Et donc c'est vrai que quand on est dans ce rythme-là, on se dit c'est vrai, je vais profiter de ça justement pour travailler un peu à côté, avoir un peu de temps pour travailler. Donc c'est vrai qu'on est dans un rythme qu'on a du mal à lâcher, même si en fait on se rend très vite compte que ça c'est au-dessus de tout, quoi. C'est vraiment il faut surtout pas sacrifier ces moments-là qui sont hyper importants. Ma maigre expérience de 2 mois du coup, mais je pense que c'est vraiment il faut profiter à fond du congé paternité pour les papas, le prendre, et c'est un grand bonheur, et si on rate ça, je pense que c'est dommage. D'ailleurs, petite parenthèse, l'an prochain le congé paternité passe à 1 mois. Oui. À partir de juillet. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, oui. Très très bonne nouvelle. On n'est pas encore au stade des Nordiques, il me semble, où il y a 6 mois à partager entre le papa et la maman. Où ça, je pense que c'est un énorme casse-tête pour les employeurs, mais bon, c'est quand même physiologiquement beaucoup plus intéressant. Mais déjà 1 mois pour le papa, c'est reconnaître quand même qu'il n'y a pas que la maman qui s'occupe du bébé, et qu'il faut être 2 pour s'en occuper, et qu'on est 2 pour l'élever. Et voilà. Et tu me disais du coup dans ce qui était difficile. Difficile, du coup, tu l'as pas mal dit. Je l'ai pas mal dit, ce qui était difficile, le changement de rythme. Après, ce qui est beau, je pense que ça se passe de mots, en fait, on rentre dans le monde des parents quand tous les parents nous préviennent avant que ça va être incroyable, mais je trouve que ça n'a pas d'écho tant qu'on l'a pas vécu, en fait. Mais quand on le vit, on comprend tout de suite ce qu'il voulait dire, et à vivre, c'est un bonheur de tous les jours. Ça dépasse un peu tout le reste. Tout le reste devient un peu fade. C'est vrai que c'est inestimable. On va s'arrêter sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Jérémy. Je t'en prie, Clémence. Merci à toi. Merci beaucoup, Jérémy, de t'être prêté à l'exercice du témoignage et de nous avoir confié ces 2 premiers mois de découverte de votre petite fille. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le noter pour qu'il soit visible sur les différentes plateformes d'écoute. Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau témoignage.